Le mystère d'Édale. Partie 2, chapitre 5. Une fumée noire enflait dans le ciel, rougie à sa base par les flammes qui jaillissaient de l'Etna. Visiblement, Héphaïstos avait déjà repris le travail, et sa colère n'était pas tombée. Le cratère tout entier tremblait de coups de marteau dont la vibration s'étendait loin dans la plaine, et pendant que les paysans s'empressaient de rentrer, les troupeaux à l'étable, les enfants guettaient avec inquiétude, debout sur le seuil des fermes. L'arc et le carquois en bandoulière, Eros s'engouffra dans le tunnel secret qui descendait sous le volcan. « Bon, mon petit Eros, l'heure est grave. Hermès compte sur toi, et puisqu'il te fait enfin confiance, il ne faut pas le décevoir. Rappelle-toi ce qui se passait autrefois. C'est toujours lui qui partait en éclaireur, toujours lui dont les idées étaient les meilleures, et toi, tu suivais sans te plaindre, attendant en vain l'occasion où tu prendrais l'initiative. » Eros oubliait le jour où, pour une fois, Hermès avait accepté de se laisser guider dans un recoin abandonné de l'Olympe. À l'époque, il commençait tout juste à manier ses flèches inflammables, et sans savoir comment, il en était arrivé à mettre le feu à la robe d'Hadès, qu'ils avaient pris de loin pour une bête sauvage. On lui avait confisqué son carquois pendant un mois. Maintenant, c'est à toi d'agir, et il va falloir jouer serré. C'est bien connu. Héphaïstos ne t'a jamais porté dans son cœur. Il t'a toujours jugé responsable des infidélités de ta mère. Mais tu vas lui décocher ton meilleur sourire, celui qui te fait les joues rondes et une belle petite fossette au menton. Même Aphrodite est incapable d'y résister quand tu fais une bêtise. Une arme imparable. La forge approchait. Le vacarme était assourdissant à présent, et l'air presque empesé, chargé d'une fumée charbonneuse. D'une main, Eros se pinçait les narines, et de l'autre, il tentait de se boucher les oreilles en alternance, vacillant sous le poids du bruit. Il avança vaillamment au milieu des établis chargés d'enclumes et d'outils, et, soucieux d'éviter les taches de suie sur ses belles plumes blanches, il se tint à distance des empilements des tôles vertigineux qui encombraient les allées. Par ma flamme, comment Héphaïstos peut-il passer sa vie ici dans ce désordre et cette saleté? Pas étonnant que maman ne veuille pas s'installer avec lui. Ses robes ruinées, ses bijoux ternis, la pauvre deviendrait folle en quelques jours. Une énorme main enveloppa son épaule et lui fit faire demi-tour. Héphaïstos se penchait vers lui, plissant son œil valide d'un air mauvais. « Que fais-tu là ?» Eros lui adressa le grand sourire dont il maîtrisait si bien la technique. « Oh, rien de particulier. Je m'ennuyais un peu à Eryx. Alors j'ai décidé de faire un petit tour. Et puis je suis content que tout se passe mieux entre maman et toi. » Une lueur d'étonnement passa dans la prunelle de son beau-père. Eros avait ferré sa proie. Elle avait l'air tellement heureuse hier quand elle se pomponnait devant son grand miroir. J'imagine que vous avez passé une belle soirée. Une belle soirée, avec tous les éclairs que Zeus m'a commandés pour aujourd'hui, crois-tu vraiment que j'en ai eu le temps? Il montra 5 ou 6 éclairs d'une blancheur éclatante, assemblés en faisceaux sur une table. Mais au fait, il colla son visage contre celui d'Eros et sa voix ne fut qu'un souffle brûlant. Pour qui Aphrodite se préparait-elle si ce n'est pas pour moi? Le ton doucereux de sa voix décontenança Eros. Eh bien, je ne sais pas, moi. Elle est un peu morose en ce moment. Elle a sûrement voulu se divertir, changer son ordinaire en passant sa plus jolie robe. Héphaïstos le prit par une aile et le secoua sans ménagement. Toi, tu as vu quelque chose? Sa poigne était si forte qu'elle fit monter les larmes aux yeux d'Eros. Une plume vola devant eux et tomba sur un tas de charbon où elle fit une tache blanche. « Lâche-moi » gémit Eros. « Tu me fais mal, je le dirai à ma mère. » Le regard d'Héphaïstos s'éclaircit, comme s'il retrouvait tout d'un coup la raison, et il desserra son étreinte. « Vous êtes tous au courant, toi et les autres, et personne ne me parle. Combien de temps encore serai-je la risée de l'Olympe?
Passant un bras sur son front, il se détourna et, sans un regard de plus pour Eros, il partit d'un pas lourd. Eros reprit son souffle. Le tonnerre des coups de marteau qui résonnaient à l'autre bout de la forge lui sembla plus fort, et il pensa aux 3 cyclopes qui servaient d'assistants à Héphaïstos. Il n'avait jamais aimé ces brutes épaisses avec lesquelles il veillait toujours à garder ses distances. Mais s'il n'allait pas vérifier auprès d'eux la libye de son beau-père, Hermès ne manquerait pas de lui en faire le reproche. Le ventre noué, il se laissa guider par le fracas, longea le vaste bassin de lave qu'Héphaïstos avait jadis endigué en maçonnant des murets de pierre ponce. Et il parvint à une sorte d'entrepôt où d'immenses étagères fixées jusqu'au plafond, ployées sous des blocs de métaux de toute taille. Monté à une échelle, l'un des cyclopes tendait le bras vers d'énormes boules de fer qu'il jetait au sol du bout de l'index et que ses frères aplatissaient ensuite avec des massues grosses comme leur tête. Eros cria pour signaler sa présence, et les cyclopes cessèrent aussitôt de travailler. 3 yeux se posèrent sur lui, ces 3 yeux fixes qui occupaient toute la surface de leur front et le mettaient toujours mal à l'aise, sans doute parce qu'il ne clignait presque jamais des paupières. Bonjour. Il tenta un sourire, mais le silence des cyclopes le fit plutôt grimacer. Les muscles de leurs bras ne cessaient de se contracter, et les veines y saillaient par à coups, enflées par le sang noir qu'on voyait rouler à plein régime sous la peau. Eros se demanda de quel métal était fait leur cœur pour supporter une telle pulsation. Je profite de ma visite pour admirer votre travail. Un jour, nous devrions travailler ensemble. Je suis certain que vous trouveriez de belles idées pour rendre mes flèches encore plus résistantes. Les cyclopes grognèrent en même temps. Des flèches, travail de fillette, perte de temps. Nous, c'est fabrication d'éclairs, façonnage de boucliers, armure à redresser. Des flèches, et pourquoi pas des cure-dents? Ils éclatèrent d'un rire énorme qui décoiffa leur interlocuteur, et Eros se força à les imiter. C'est évident, je plaisantais. C'est vrai que vous avez beaucoup à faire avec la dernière commande de Zeus. Le cyclope, juché sur l'échelle, se laissa tomber à terre, et les triplés firent face à Eros, bras croisés. Ils le dépassaient d'au moins 3 têtes. Eros eut quelques difficultés à avaler sereinement sa salive, tout d'un coup. Nuit blanche, sélection des métaux, préparation de l'alliage, feu à allumer, inspection des outils, réparation des moules, établi à nettoyer. Eros risqua un clin d'œil pour détendre l'atmosphère. Mon beau-père a vraiment beaucoup de chance d'avoir des assistants comme vous, musclés, dévoués et infatigables. C'est beau de vous imaginer travailler ensemble. La prunelle des cyclopes s'agrandit, si large à présent qu'Eros aurait pu s'y laisser aspirer. S'il se lassait un jour du travail de la forge, il pourrait aisément démissionner et se reconvertir en hypnotiseur. Ensemble, seulement nous 3 cette nuit. Premier éclair fabriqué à l'aude au retour d'Héphaïstos, et toutes les autres commandes qui attendent. Un nouveau miroir pour Aphrodite, un filet à réparer pour Apollon, un pont de fer pour Hadès. Un pont? Demanda Eros, mais que peut-il bien vouloir faire d'un pont? Au-dessus du Styx, Hadès en colère contre Charon. Fin des passages en barque. Les tempes d'Eros se mirent à battre si fort qu'il dut se tenir la tête à pleine main, et les brumes s'agitèrent dans son cerveau. Mais que se passait-il? Quel mot, quelle information l'avait brutalement mis en alerte? Il essaya d'ordonner ses pensées, de se rappeler ce qu'il venait d'entendre, d'oublier le regard immense des cyclopes posés sur lui. Le filet, Apollon s'en servait d'ordinaire pour capturer et dresser ses corbeaux lumineux. Mais se pouvait-il qu'il l'ait utilisé hier contre Dédale? Dites-moi, quel travail Apollon vous a-t-il demandé au juste à propos de ce filet? Les cyclopes maugréèrent à nouveau. Mailles,
tordu, d'or ou brisé. Visite d'Apollon ce matin. Commande urgente. Or fin. Tâche longue et difficile. Assez parlé maintenant. Trop de temps perdu. Eros acquiesça. Bien sûr, je ne veux pas vous retarder davantage. Faites comme si je n'étais pas venu. Il recula à petits pas et, arrivé à la porte de l'entrepôt, il s'empressa de fuir loin de leurs énormes prunelles. La découverte qu'il venait de faire l'exaltait. Il imaginait Apollon lancé à la poursuite de Dédale, faisant tournoyer son filet comme une fronde. Était-ce l'indice qui allait changer le cours de l'enquête? Est-ce lui qui en aurait le mérite? L'idée était si belle que sa poitrine en gonflait d'orgueil. La sortie n'était pas loin. Il prit la direction du bassin de lave, longea un haut mur de pierre ponce brûlant et, comme il passait devant une porte entrebâillée, un bruit étrange l'arrêta. Un hoquet, un sanglot peut-être. Il jeta un œil par l'ouverture. C'était la chambre d'Héphaïstos. Jamais il n'aurait imaginé son beau-père au milieu d'une telle débauche de voiles roses, de coussins moelleux, de gracieuses guirlandes de plumes à couches accrochées à tous les angles. Le forgeron était assis au coin du lit, sur une couverture de soie où son armure avait laissé des taches de suie, avec une délicatesse qu'Eros lui avait rarement vue. Il tenait contre sa joue un masque en bronze qui reproduisait à s'y méprendre le visage d'Aphrodite, et il l'embrassait en pleurant. Fin du chapitre 5, partie 2.